Les électeurs gabonais participeront le 26 août prochain à un triple scrutin, la présidentielle, législative et les locales. 13 candidats se réclamant de l'opposition se présenteront face au président sortant Ali Bongo Ondimba pour un scrutin à un seul tour. La principale coalition de l'opposition s'est ralliée derrière un unique candidat. L'une des particularités de ces élections est qu'elles se feront avec un bulletin unique. Le Centre gabonais des élections, CGE, évoque une innovation, mais pour l'opposition, ce bulletin unique ne respecte pas la séparation des pouvoirs et viole la liberté de choix de nombreux électeurs. Autre aspect à soulever, le Gabon a décidé d'organiser ces élections sans observateurs internationaux. Avec nos invités, nous allons essayer de comprendre les enjeux autour de ces élections générales au Gabon et les chances pour l'opposition. Au Gabon, le compte à rebours est lancé en vue des élections générales de cette fin de semaine. En plein processus électoral, le Centre gabonais des élections a modifié le mode du scrutin. La nouvelle réforme prévoit l'élection à la fois du président et de la République et du député. Un bulletin unique qui divise la classe politique. L'opposition, regroupée au sein de son candidat, Albert Ondo Ansa, redoute une mascarade électorale. En face, le pouvoir tente de rassurer sur sa volonté d'aboutir à une élection apaisée. C'est dans ce contexte polémique que le chef de l'État sortant, Ali Bongo Ondimba, vise un troisième mandat. Près de 900 000 électeurs du Gabon et de sa diaspora sont attendus aux urnes le 26 août. Suivons les explications de notre correspondant à Libreville, Ismaël Obiangzé. Le caractère inédit des élections du 26 août paraît encore une énigme aux yeux de nombreux citoyens. Le nouveau mode de scrutin permettant à la fois d'élire le président et son député fait dire à Omar que les jeux sont faits. Vous avez vu le bulletin unique? Ils ont beau abandonner les candidats aux législatives. Hein? Qu'est-ce que ça va donner? Il y aura c'est pareil au même. Samedi, les électeurs vont décider du futur leadership du pays avec une nouvelle orientation politique. Le nouveau modus operandi de ces élections va nécessairement recomposer et redéfinir le champ politique national. En tirant les conséquences peut-être de l'élection, les acteurs politiques vont se rendre compte que peut-être que ce processus tel qu'il a été mené n'a pas été le bon et revenir à l'ancienne méthode. Donc je crois que l'interrogation qu'il faut plutôt mettre en avant, c'est celle d'après-élection. Après élection, comment va être le système politique gabonais? Mais au sein de l'opinion publique, comme dans les chapelles politiques, l'issue de ces élections est encore incertaine. Deux camps s'affrontent. Le pouvoir qui entend se maintenir et une opposition plus que déterminée à imposer l'alternance au sommet de l'État. Nous sommes dans un climat, je m'excuse de le dire, mais j'ai envie de méfiance. Il faudrait que chacun regarde, que chacun observe, que chacun cherche où viendra la petite faille de façon à la dénoncer rapidement pour qu'il n'y ait pas d'explosion. Mais nous ne sommes pas loin d'une explosion si jamais le trucage est fait à ciel ouvert. Un contexte de tension préélectorale qui justifie les appels au calme des mouvements associatifs proches du chef de l'État sortant. Aucune ambition politique, aucun combat politique ne mérite d'instaurer chez nous la violence, ne mérite de mettre en péril le vivre ensemble des Gabonais. C'est pour ça qu'on dit non à la violence, non à la haine, mais plutôt oui à l'amour, oui à la fraternité, oui à la paix, pour que toute ambition soit portée vers la préservation de la paix et le développement du Gabon. Hormis les électeurs du Gabon, ceux de la diaspora votent également ce samedi, mais uniquement pour la présidentielle, selon le nouveau code électoral. Ismaël Obiangzé pour VOA Afrique, Libreville. Et pour ce débat, nos invités de Libreville, Marc Connard, président du mouvement de la société civile Tournons la page. Nous avons également à Libreville Marc Ulrich Malekou, président du mouvement panafricain Osons pour l'Afrique. Et nous avons de Lomé Louis Magloire Kemayou, président du club de l'information africaine.
est directeur de la chaîne de télévision New World Economy au Togo. D'abord, j'aimerais comprendre d'une partie, la CGE dit innovation et de l'autre côté, l'opposition dit non-respect de la répartition, de la séparation des pouvoirs. Quelles sont les motivations derrière l'introduction de ce bulletin unique? Monsieur Ona, on commence par vous. Alors, innovation, oui, il y a innovation tout simplement parce que beaucoup de Gabonais ne vont pas élire leur président de la République. C'est ce qui a fait en sorte que la plupart des candidats membres de Alternance 2023, qui faisaient partie des partis politiques, des groupements politiques, ont préféré renoncer aux législatives. Si tout le monde s'aligne derrière un candidat indépendant, c'est ça la particularité, l'innovation en question, priver les Gabonais de pouvoir élire leur président de la République. Parce que si vous êtes candidat indépendant, vous n'avez pas, et en même temps, un candidat aux législatives. Et par conséquent, le citoyen que je suis, si je dois élire un candidat aux élections présidentielles, un candidat indépendant, je ne peux plus faire le choix d'élire le député de mon coin. C'est ça l'innovation? Je ne pense pas. C'est un recul démocratique. Je pense que la CGE fait preuve de mauvaise foi, tout simplement parce que c'est un bulletin tout simplement qui a été conçu pour faire en sorte que Ali Bongo soit réélu dans les conditions qu'on sait et que les députés aussi, la majorité, puissent accompagner Ali Bongo. Je crois que ça peut avoir un effet boomerang, ce bulletin. Merci. Monsieur Malekou, est-ce que vous partagez ces avis? Pour vous, quelles sont les raisons les raisons pour lesquelles ce bulletin unique a été introduit? Écoutez, ce bulletin unique a été introduit pour obtenir la réélection d'Ali Bongo, je ne veux même pas dire réélection, l'arrivée à nouveau d'Ali Bongo à la tête du Gabon, mais en marchant sur les principes démocratiques. Pourquoi je dis pas réélection? Parce que Ali Bongo n'a jamais été élu par les Gabonais. Il s'est imposé à la tête du Gabon à la suite de 2 coups d'État électoraux. Donc, ce n'est pas quelqu'un qui est coutumier aux pratiques démocratiques. Et c'est dans le prolongement de ce déni de démocratie que ce bulletin unique a été inventé par le Centre gabonais des élections. Il faut dire que, primo, il viole le principe de la séparation des élections, parce qu'ils ont, pour la première fois au monde, jumelé 2 scrutins distincts, le scrutin législatif et le scrutin présidentiel. Ça pour désavantage de porter atteinte d'abord au droit de choisir, parce qu'on n'est pas obligé de collectivement choisir un député et un président de la République. On peut être libre de choisir un député de son choix qui n'est pas forcément membre du parti au pouvoir, comme on peut choisir un président sans forcément choisir le député du parti au pouvoir. Donc ils ont aligné sur les mêmes bulletins le président et le candidat député de son parti. Mais quelles sont les raisons avancées par la CGE pour justifier l'introduction de ce bulletin unique? Non, la raison évoquée, c'était la préoccupation de l'opposition d'obtenir ce qu'on appelle le bulletin unique. Écoutez-moi, suivez mon raisonnement. Mais finalement, on n'a pas abouti au bulletin unique, on a abouti au bulletin inique. C'est quoi le bulletin unique? Le bulletin unique dans tous les pays du monde, c'est un bulletin dans lequel les candidats alignés sur un scrutin identique ont leur logo et figurent sur le même bulletin. Je veux m'expliquer plus clairement. Les candidats, par exemple, à l'élection présidentielle, plutôt qu'il y ait plusieurs bulletins pour représenter chaque candidat, tous sont alignés. Et l'électeur, qu'est-ce qu'il fait? Il a un marqueur pour dire, sur ce bulletin, parmi les candidats à l'élection présidentielle, je coche celui-là. Or là, tous les candidats ne sont pas alignés sur un même bulletin, mais c'est plutôt un bulletin par liste de partis politiques. Et le bulletin unique que réclamait l'opposition, donc tous les candidats de la présidentielle sont alignés dans un même bulletin, tous les candidats des élections législatives, qui est un autre mode de scrutin, sont également alignés sur un bulletin, c'est ça le bulletin unique, comme on a 3 types d'élections, et le 3e type, ce sont les élections locales, et tous les candidats des élections locales sont également alignés sur un bulletin unique.
Alors je reviens tout à l'heure pour qu'on comprenne un peu plus ce que l'opposition gabonaise reproche à ce bulletin unique et ce que vous voulez dire par séparation, non-respect de la séparation des pouvoirs. Mais j'aimerais avoir le point de vue externe de M. Kimayou, qui n'est pas au Gabon. M. Kimayou, qu'est-ce que vous pensez de l'introduction de ce bulletin unique au Gabon ? Je pense qu'il répond à des préoccupations qui ne sont pas forcément démocratiques, mais qui peuvent se soutenir également. La première préoccupation, c'est probablement pour les partis politiques, celle de la discipline. C'est-à-dire que si vous voulez élire notre candidat, donnez-lui la majorité nécessaire pour gouverner à l'Assemblée nationale. Si vous voulez élire notre candidat, pensez également à ce que les communautés, au niveau de la démocratie de proximité, lui soient également acquis. Ça, c'est la préoccupation de discipline des partis très probablement, et même si ce ne sont pas tous les partis qui partagent cette préoccupation, c'est en tout cas la préoccupation du Parti démocratique gabonais. La deuxième préoccupation peut être une préoccupation d'économie, de dire que plutôt que de dépenser en bulletins pour faire plusieurs bulletins, on met tout sur un seul, comme ce fut déjà le cas lorsque l'on faisait un bulletin unique dans le sens qu'expliquait mon prédécesseur, c'est-à-dire avoir un candidat pour chacune des élections, avoir tous les candidats d'une élection sur le même bulletin. C'est un souci d'économie. Là, il y a une innovation qui est de faire qu'on ait non seulement le candidat, mais également les candidats qui sont affiliés à son parti politique. C'est peut-être cette préoccupation, mais je ne suis pas certain que ce soit tout à fait démocratique. On va revenir à M. Ona. Les termes utilisés par l'opposition pour qualifier ce bulletin unique sont nombreux. L'opposition parle de bulletin unique, de non-respect de la séparation des pouvoirs, également du viol des droits des électeurs. Qu'est-ce que vous reprochez concrètement à ce bulletin unique, M. Ona? Alors, M. Komeya, tout à l'heure, a évoqué la raison économique. Encore que si on essaie d'aborder cet aspect, vous allez vous rendre compte que par circonscription, on va multiplier les bulletins par circonscription. Est-ce qu'on fait des économies si, par exemple, à Libreville, nous avons combien de circonscriptions? Nous avons 6 arrondissements et par arrondissement, il y a les députés. Vous imaginez, pour l'élection présidentielle, il faut à chaque fois qu'on imprime la photo du président et du député dans chaque circonscription, multiplié par le nombre de circonscriptions. Ça, c'est pour les élections législatives. Vous prenez les élections locales, les élections présidentielles, vous avez des indépendants qui ne font pas partie des éléments avec un parti politique. Donc, vous aurez d'un côté le bulletin des indépendants, le bulletin des partis politiques avec par circonscription, il n'y a pas d'économie. Au contraire. L'argument économique ne tient pas selon vous, mais en quoi ce bulletin ne respecte-t-il pas la séparation des pouvoirs? Ça ne respecte pas la séparation des pouvoirs parce que nous avons 3 pouvoirs au Gabon. Vous avez le pouvoir législatif, le pouvoir exécutif et le pouvoir judiciaire. Comment est-ce qu'on est capable de jumeler le gouvernement contrôle, enfin disons, le législatif contrôle l'action de l'exécutif. Ça veut dire que si vous avez des députés à l'Assemblée nationale, ils sont là pour contrôler l'action du gouvernement. Si on peut mettre ensemble l'élection d'un président de la République et d'un député, ça viole le principe démocratique. Je suis de l'opposition, mais je peux voter un député de mon coin par affinité. Un député du PDG par affinité. Pourtant, je suis de l'opposition. Mais je ne peux pas voter sur un ticket le président de la République alors que moi, je dois voter un candidat indépendant qui est M. Ondossa. Est-ce que je peux voter M. Ondossa et choisir un candidat du PDG aux législatives dans mon canton par affinité? Non, je ne peux pas le faire. Vous comprenez qu'il y a, une sorte de déni de démocratie et surtout, on refuse aux Gabonais d'avoir ce choix libre pour son président et pour son député. Monsieur Malekou, selon vous, en quoi ce bulletin unique ne respecte-t-il pas le droit des électeurs gabonais? Vous nous recevez, Monsieur Malekou? Marc Malekou ne semble pas nous recevoir. Monsieur Kimayou, selon vous, est-ce qu'il y a eu d'autres pays africains qui ont adopté le bulletin unique et quelles leçons le Gabon peut tirer de cela? Non, à ma connaissance, il n'y a pas d'autres pays africains qui ont adopté ce mode de scrutin parce que c'est vrai qu'on n'est pas obligé de voter de façon mécanique.
à la fois pour le président, pour le député et pour le maire de la même formation politique. Nos démocraties sont dans un tel état de manque de repères et parfois même de manque de constance dans leur évolution que par moments on a l'impression qu'on avance et dans le même temps on marque des pas de recul très importants qui ne permettent pas toujours de mesurer le chemin qui a été parcouru à la fois sur le plan social, sur le plan populaire et sur le plan institutionnel. Donc c'est bien une première fois dans l'histoire des élections en Afrique que ce bulletin unique a été adopté au Gabon. Monsieur Malikou, vous êtes avec nous maintenant, vous nous recevez? La liaison ne semble pas être établie avec Monsieur Malikou. On va passer aux réactions de nos amis sur les réseaux sociaux. On va voir ce que pensent nos téléspectateurs de ces élections au Gabon. Yao Marcelin Kofi d'Abidjan en Côte d'Ivoire nous dit que le défi majeur des élections en Afrique est la transparence. Il souhaite que ces scrutins présidentiels et législatifs au Gabon soient débarrassés de fraude afin de nous épargner une crise post-électorale avec son corollaire de morts et de blessés. Aussi, il serait bénéfique pour le Gabon de souscrire à la démocratie en instaurant l'alternance politique. C'est l'avis de Yao Marcelin Kofi. Archiduc Théodore de N'Djamena au Tchad, lui, nous dit que les élections au Gabon semblent être des cérémonies pour prolonger le mandat du régime. D'ailleurs, nous dit-il, le candidat unique de l'opposition, Albert Ondo, n'est pas un poids lourd pour faire face à Ali Bongo, qui organise, selon lui, ces élections pour les gagner à tout prix. Alphonse Mbouaki de Kinshasa en RDC a dit que les résultats sont joués à l'avance. Le candidat de la plateforme Alternance 2023 n'a aucune chance, selon lui, de l'emporter, ni même tous les autres candidats en lice à la présidentielle. Donc ces scrutins généralisés à un seul tour ne seront jamais transparents, crédibles, honnêtes et libres, comme cela a toujours été le cas au Gabon. C'est l'avis de Alphonse Mbouaki. Vous suivez Washington Forum, suivez VOA Afrique. On se retrouve juste après la pause. Le Sahel, une région à la croisée des chemins. Focus Sahel, votre nouvelle émission sur VOA Afrique. Crise sécuritaire, montée de l'extrémisme et déplacement de populations à influence étrangère, VOA Afrique braque ses projecteurs sur la bande sahélo-saharienne pour vous aider à comprendre les enjeux qui sévissent dans cette région et les événements qui rythment la vie de ces pays. Retrouvez nos équipes à Washington et nos correspondants sur le terrain pour des reportages, des analyses et des interviews. Pour tout comprendre sur le Sahel, rendez-vous tous les mardis à 18h temps universel sur VOA Afrique, voaafrique.com et toutes nos plateformes digitales. Bienvenue si vous nous rejoignez Washington Forum sur VOA Afrique. Nous parlons des enjeux des élections de cette fin de semaine au Gabon avec nos invités de Libreville, Marc Conin, président du mouvement de la société civile Tournons la page. Également de Libreville, Marc Ulrich Malikou qui ne semble plus être avec nous. On a quelques soucis techniques avec lui. Nous avons de Lomé, Louis Magloire Kemayou, président du Club de l'information africaine et directeur de la chaîne de télévision New World Economy. Au Togo, on a parlé du bulletin unique, mais les ténors de l'opposition, comme en 2016, optent encore une fois pour l'union avec la désignation d'Albert Ondo Ossa comme candidat consensuel face au président sortant, Ali Bongo. Quelles sont les chances de l'opposition? Marc Conin. Je crois que les chances de l'opposition viennent du fait que l'engouement que cette désignation a suscité au niveau de la population, même nous qui sommes des observateurs, on n'en revient pas. Et ça nous rappelle ce que nous avons vécu en 2016. Vous êtes surpris par le choix de l'opposition de se rallier derrière le candidat unique? Nous avons tenté cette expérience en 2016 avec Jean Ping. Nous avons tenté. On était un peu sceptiques, ça a réussi et les résultats sont là. Cette année, avec l'absence de certains ténors comme Jean Ping et bien d'autres, on avait pensé que ça ne pouvait pas marcher, mais la formule de 2016 n'est pas la formule d'aujourd'hui, et surtout que le mode de scrutin a changé. Il fallait absolument s'adapter parce que le gouvernement a modifié la loi électorale pendant la campagne électorale. C'est du jamais vu. C'est-à-dire pendant que vous êtes en campagne, et le soir, vous apprenez que le ministère vient de prendre un décret pour imposer
la candidature unique, vous apprenez que voilà, on a supprimé les bureaux de vote dans tel ou tel pays. C'est-à-dire, même à la veille. Mais je pense que cela a été rétabli, non? Je pense que la diaspora peut maintenant voter pour la présidentielle, même dans ces pays où les bureaux de vote étaient au préalable fermés, mais ça a été rétabli, je pense. Mais sous la pression de la Russie, la pression de la population, sous la pression de la diaspora. C'est pour vous dire que arriver à ces résultats d'un candidat consensuel et l'engouement que ça prend, pour moi, ça ressemble à 2016. Et je pense que nous risquons cette année d'avoir le même résultat en 2016 qu'en 2016, parce que c'est une candidature qui soulève des foules. Il y a de fortes chances que dans l'urne, on arrive au même résultat que 2016. Mais sauf que ce sont des institutions qui ne sont pas républicaines, qui jouent toujours le rôle d'arbitre. La Cour constitutionnelle, la Commission électorale, déjà qui est dirigée par un PDGiste, ce qui n'est pas conforme aux dispositions légales. Le Conseil des élections doit être dirigé par un indépendant. Or, M. Bonda est membre du Parti démocratique gabonais, ancien ministre de la République, membre du bureau politique du PDG. Et vous comprenez que toutes ces dispositions, tous ces arrangements, toutes ces modifications de la loi et toutes ces suppressions visent tout simplement à faire en sorte, et c'est la promesse qu'ils ont faite à Ali Bongo, de lui accorder ce troisième mandat, même si, publiquement, et tout le monde le sait, Ali Bongo n'est plus en capacité de diriger le pays. La preuve, depuis que la campagne a commencé, il n'est jamais passé sur un plateau de télévision comme tous les autres, il n'a jamais accordé une interview. On apprend que peut-être demain vendredi, il va passer à la télévision, on attend. Donc vous comprenez que c'est absolument difficile, tout est taillé pour qu'Ali Bongo puisse bénéficier d'un troisième mandat. Monsieur Kemayo, vous qui êtes au Togo, quel regard vous jetez sur ce choix de l'opposition gabonaise de se rallier derrière ce candidat unique? C'est un choix assez spécial pour moi parce que M. Ondo ne semblait pas être le candidat le mieux placé au sein de l'opposition pour remporter cette élection, mais je crois que c'est aussi une candidature qui obéit à la volonté de protester contre le mode de scrutin qui ne convient pas à l'opposition et elle marque son opposition en choisissant un candidat qui est indépendant et donc qui n'a de candidat ni pour les législatives ni pour les locales. C'est une forme de protestation de la part de l'opposition qui souhaiterait probablement, après la présidentielle, qu'il y ait un nouveau scrutin, voire deux nouveaux scrutins pour les législatives et les locales. Et par-dessus tout, je crois aussi que malgré tout l'engouement populaire que l'on rencontre, il y a quelque chose qui est aussi très important, c'est que la plupart des militants ou des soutiens que l'on voit dans la rue ne sont pas toujours enrôlés auprès des instances pour aller voter. Et cela peut parfois donner une image très déformée de la réalité politique. Mais attendons de voir ce que tout cela produira dans les urnes et qui en sortira. Mais un scrutin à un tour, c'est véritablement comme une roulette russe. Et je pense que ni le président Bongo, ni les candidats de l'opposition ne veulent et ne peuvent se rater lors de cette élection. Je reste avec vous pour aborder cet autre aspect des élections de samedi au Gabon. Le Gabon a décidé d'organiser ce scrutin sans observateurs internationaux. Qu'est-ce que vous pensez de cela? Quelles sont les raisons qui pourraient justifier cette absence d'observateurs internationaux dans une élection? Cela ne me choque pas spécialement qu'il n'y ait pas d'observateurs étrangers parce que ce qui garantit le scrutin, c'est pas le fait qu'il y ait ce qui garantit la transparence du scrutin. C'est pas le fait qu'il y ait des observateurs étrangers. Il arrive parfois, quand le code électoral est bien fait, et on l'a vu au Sénégal à plusieurs reprises, il arrive que les citoyens prennent leurs responsabilités et décident de protéger leur vote. Si ces préoccupations sont prises et que le pays se sent suffisamment mature, non seulement pour financer ces élections, mais également pour garantir la transparence du scrutin, on n'a pas besoin d'avoir forcément des observateurs étrangers. Surtout que la plupart du temps, les conclusions sont à peu près les mêmes. Par moment, vous entendez, il y a eu des irrégularités, mais elles n'étaient pas de nature à inverser l'ordre du résultat. Si c'est pour ça qu'on a des observateurs, je pense que ça ne sert pas à grand-chose. Et donc, mon espoir, c'est que, au-delà du fait que l'on peut déplorer peut-être le fait qu'il n'y ait pas d'observateurs étrangers, il faudrait surtout que la maturité politique, des formations politiques, des citoyens, des électeurs, permettent de garantir la transparence et que les règles du jeu ne soient pas à la tête du client.
Donc cette décision peut vouloir dire qu'on est assez mature, que le Gabon est assez mature pour organiser des élections. Donc, ce n'est pas ce que j'ai dit. Ça peut vouloir dire... Non, oui, ce que je voudrais exprimer à travers cela, c'est que ce ne serait pas quelque chose de surprenant qu'un pays décide d'organiser une élection sans convoquer des observateurs étrangers. Quand vous avez les élections dans les démocraties que l'on considère comme avancées, il n'y a jamais d'observateurs. C'est parce que ces pays ont déjà fait le travail. Mais au-delà des pays dont on dit que la démocratie est avancée, vous avez d'autres pays sur le continent africain qui arrivent à le faire. C'est pourquoi je donnais l'exemple du Sénégal en disant que le plus important ici, c'est que les citoyens comprennent que c'est l'avenir du pays qui est en jeu, qu'il n'y a ni place au boycott, ni place à la non-inscription sur les listes. Et une fois qu'on a fait ces deux choses-là, il faut également être présent dans les bureaux et s'assurer que le dépouillement va se faire dans des conditions équitables et que le résultat qui sera proclamé sera véritablement l'expression populaire. Monsieur Onan, un commentaire sur cette décision du Gabon d'observer ce scrutin sans observateurs internationaux? Moi, je pense tout simplement que le Gabon, par rapport à l'expérience de 2016 avec l'observation par l'Union européenne et toute la polémique qu'il y a eu, le Gabon a eu très peur. Le Gabon a très peur des observateurs. Et ça prouve à suffisance que le Gabon n'est pas dans la logique de la transparence. Au-delà des observateurs internationaux, les journalistes internationaux n'ont pas obtenu leur accréditation. Il y a une journaliste de Jeune Afrique qui a été expulsée il y a 2 jours. Vous comprenez que même les journalistes internationaux ne sont pas habilités à venir couvrir les élections. Et donc, ça veut tout simplement dire que le Gabon voudrait organiser ces élections à huis clos et faire exactement ce qu'ils vont, mais malheureusement, ils se trompent. À l'ère du numérique, des réseaux sociaux et d'Internet, même les Gabonais peuvent faire cette observation des élections. On n'a pas besoin, comme M. Camayo le disait, on n'a vraiment pas besoin des observateurs internationaux qui viendront décliner le fameux communiqué de la fin, malgré quelques irrégularités constatées. Ces irrégularités ne remettent pas en cause. Vous l'avez dit, la presse internationale ne sera pas non plus présente lors de ces élections de samedi. Monsieur Malikou, qui est de retour avec nous, nous parlons du choix du Gabon de ne pas avoir d'observateurs internationaux pour ces scrutins de samedi. Quel est votre avis sur cette question, monsieur Malikou? Mais c'est simple, les autorités gabonaises tirent les enseignements de 2016. En 2016, les observateurs internationaux, de mon point de vue, ont fait preuve de neutralité en dénonçant la somme d'irrégularités qui ont taché justement le hold-up électoral d'Ali Bongo et tirant les enseignements de cela, n'ayant pas eu les observateurs dans leur poche, ils ont décidé de faire sans. Parce que les griefs contenus dans le rapport des observateurs ont fait le tour du monde et ont écorné l'image du Gabon. Je crois que, ayant l'ambition justement de rébelloter dans le déni des démocraties et dans les pratiques de hold-up électoraux, sinon de hold-up électoral, ils ne veulent plus justement que leurs méfaits soient connus de la planète. Mais l'absence des observateurs ne fera pas que les pratiques d'entorse aux principes démocratiques soient connues du monde et dénoncées par les Gabonais. Merci. C'est la fin de ce Washington Forum. Alexandrine Rolognon était à la présentation et merci à vous, nos invités, et à vous aussi qui nous avez suivis à travers nos télépartenaires sur le continent. Washington Forum, c'est tous les jeudis à 19h en temps universel sur VOA Afrique et voaafrique.com, en rediffusion samedi et dimanche. Bye bye.